C'est bon. Alors, on va commencer. Ça va, technicien à distance? Ouais. OK, merci. Bonjour tout le monde. Bon après-midi. Mon nom, c'est Claudia Gagnon et voici Chantal Beauché. Nous sommes toutes les deux professeurs au bac en enseignement professionnel à l'Université de Sherbrooke, entre autres. Voilà. Et donc, cet après-midi, on va vous entretenir sur les organisateurs graphiques comme outil d'aide à la planification en formation professionnelle. Je vous le dis tout de suite, les organisateurs graphiques, c'est vraiment plus l'objet de recherche et de travail de Chantal. Alors, moi, je vous parlerai pas très longtemps. Je vais vous parler brièvement de la planification en AFP. Vous avez vu, Louise a fait la mention du livre, je pense, sur la planification en formation professionnelle. C'est Chantal et moi qui avons travaillé là-dessus avec beaucoup de collègues. Et donc, très, très rapidement, la démarche... Vas-y, Chantal, là... D'accord, on va voir le plan de la présentation. Alors, je vais, moi, vous parler de la démarche globale, sans rentrer dans les détails, mais de la démarche globale de planification en formation professionnelle qu'on fait en détail, dans le fond, dans le livre. Puis c'est à partir de cette démarche-là qu'on s'est dit, ben, quelles utilisations qu'on pourrait faire des organisateurs graphiques, à quel moment dans la démarche de planification ça pourrait être utile. On le présente d'une certaine façon dans le livre par rapport aux organisateurs graphiques, mais il y a plein d'autres méthodes et donc on avait le goût de pousser un petit peu plus loin cette réflexion. Puis c'est ça sur quoi on va vous entretenir cet après-midi. Sinon, c'est bien correct. Donc, là, tu peux aller plus loin. La planification en AFP, la grande démarche, dans le fond, il y a comme 3 étapes que nous, on voit, et c'est aussi tiré des documents du ministère, là. Mais dans le fond, il y a 3 démarches. C'est pour ça qu'on a mis la carte, la carte du monde, la carte du Québec, puis la carte d'un petit parcours. Donc, la première démarche, la planification qui est plus sur le programme de formation, c'est un peu la planification qu'on va faire pour savoir quelles compétences on va enseigner en premier, en deuxième, en troisième. Donc, quand on établit dans l'équipe école l'organisation, l'organigramme de formation, qui passe par différentes étapes là, pour arriver à établir la séquence d'enseignement. Donc, première étape sur le programme. La deuxième étape, qui est celle plus longue et qu'on utilise le plus, disons, en tout cas qu'on doit décortiquer davantage, c'est la planification sur une compétence ou un module que nous, on a décortiqué en 9 étapes. Là, il s'agit d'identifier quels sont les objets de formation, les contenus, établir un ordre d'enseignement, déterminer les durées, les stratégies qu'on va utiliser pour enseigner, les moyens, etc., l'évaluation. Bon, ces différentes étapes-là. Donc, le but, c'est pas de rentrer dans le détail de ces étapes-là, mais juste les avoir en tête pour voir comment les organisateurs graphiques, à quel moment on peut les utiliser par la suite. Et finalement, donc, la troisième étape qui est présentée, que nous, on présente, c'est évidemment la planification sur la leçon. Donc, cours par cours au quotidien. Donc, vraiment le moment de développer les activités d'enseignement, d'apprentissage qu'on va faire avec les élèves en classe et établir finalement notre plan de leçon. Fait que ce sont les 3 grandes étapes de la démarche de planification en formation professionnelle. Et ce qu'on constate, dans le fond, c'est que il y a plusieurs embûches qui se présentent pour les enseignants qui sont, ben, surtout au début. Dans le fond, quand on apprend à faire la planification, il y a plusieurs obstacles auxquels on est confronté, difficultés. Entre autres, difficulté de se détacher de l'ordre de présentation des contenus qui est proposé par le ministère. Les enseignants qui commencent souvent ont de la difficulté. Ils vont faire exactement l'ordre qui est proposé alors qu'on peut changer l'ordre. La propension aussi à s'égarer dans les détails, donc aller dans les tout petits détails de planification ou au contraire, à rester de façon très générale. Et donc, on va voir comment les organisateurs graphiques peuvent nous aider à ce niveau-là.
Difficulté à avoir une vue globale, hein, quand on est en train de planifier une leçon, par exemple. Souvent, on perd de vue la leçon, où est-ce qu'elle s'insère dans la compétence, puis où est-ce qu'elle s'insère à l'intérieur du programme. Donc, difficulté à avoir une vue globale. Difficulté à faire le passage entre la macro et la micro, donc justement entre la planification d'une compétence et la planification d'une leçon. Comment on fait le passage de un à l'autre, comment on fait les liens. L'oubli du lien qui rattache la micro à la macro sur la compétence et la tendance à voir le contenu comme une liste de choses que je dois traiter dans ma leçon ou dans ma compétence plutôt que de voir des éléments qui sont interreliés entre eux. Donc, à partir de ces embûches et de ces obstacles, c'est ton tour, Chantal, on vous propose l'utilisation des organisateurs graphiques. Merci, Claudia. Oups, ça c'est le mauvais endroit. Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme? Good! De moins en moins, tout le monde commence à... Il n'y a pas de café tantôt. Bon, alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de situer qu'est-ce que c'est les organisateurs graphiques, qu'est-ce que ça mange en hiver pour commencer. Après ça, on verra comment on peut utiliser ça dans un cadre de planification. Alors, levez la main ici et à distance, vous lèverez la main dans votre salon. Ceux qui connaissent les organisateurs graphiques, qui savent de quoi je parle. Good, c'est bon. Il y en a qui sont plus timides que d'autres. Alors, et les autres, ça, vous n'êtes pas sûr. C'est pas grave. C'est pas grave. Après ça, vous allez le savoir. Bon. Alors, les organisateurs graphiques, ça a une histoire. Ça vient d'assez loin. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est... Oui, voilà. Qui remonte à des temps immémoriaux, dirait-on. Alors, les humains ont des idées dans la tête, ont une façon de concevoir la vie qui est à l'intérieur. Évidemment, c'est très personnel, mais depuis toujours, on l'envie, on le besoin de manifester ça à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, ce qu'on a dans notre tête, on veut le partager, on veut l'organiser, on veut le mettre en dehors de notre petite boîte. Alors ça, c'est quelque chose qui est naturel chez l'être humain et qui existe depuis tout le temps. Alors ici, vous avez une image qui est des grottes de Lascaux, qui est une représentation de ce qu'on a dans la tête, d'une vision, d'une réalité. Donc, quelque chose qu'on met à l'extérieur de soi-même. Les organisateurs graphiques, c'est ça aussi. C'est une façon de mettre à l'extérieur ce qu'il y a dans notre tête, ce qu'on pense, comment on comprend les choses. Alors ici, on a un très belle illustration. Ce sont, à partir de l'Antiquité, des arbres de connaissances qui ont été construits par des penseurs, des philosophes, des personnes qui réfléchissaient aux choses de la vie et qui essayaient de faire le portrait de l'ensemble de la connaissance humaine. Alors, dans ce temps-là, on pensait qu'un jour, on pourrait connaître tout ce qu'il y a à connaître dans la vie. Et les tentatives de représentation de ça, c'était dans les arbres de connaissances, dans des structures, des organisations qui permettaient de schématiser ce qu'on savait. Alors, il y a des magnifiques arbres de connaissances qui ont été construits et il y en a qui sont restés jusqu'à nous. Et plus tard, donc ça c'est dans les temps modernes, c'est une note d'un manuscrit de Newton. Alors, des grands penseurs dans toute l'histoire ont laissé des notes, des carnets, des tableaux. De Vinci faisait ça, entre autres. Et ce qu'on voit, c'est que les grands penseurs, de façon très générale, n'utilisaient pas que des notes en ligne, là, des mots écrits, juste des lignes. Ils mettaient d'autres choses dans leur cahier de notes. Donc, ils multipliaient les stimuli, ils organisaient leur information, leurs données de différentes façons, des fois de façon très intuitive, des fois de façon plus organisée, mais de façon générale, ils mélangeaient tout ça dans leurs notes. Et ici, on en a un très bel exemple. Donc, c'est vraiment des gros cahiers que Newton a laissés et un peu partout, il y avait de ça, des mélanges, des organisations. Alors voici, quand on parle d'organisateur graphique, on peut désigner, on peut dire
on peut appeler ça comme ça, mais on peut donner plein d'autres noms. Peut-être que vous avez déjà entendu quelques-uns de ceux-là. Bon, ça vient de Graphic Organizers en anglais. C'est une très mauvaise traduction d'ailleurs, organisateur graphique, mais c'est ce qu'il y a de mieux comme c'est là. Schématisation, ça fait la job aussi. Ça peut être juste, on peut s'arrêter à ça. Visualization Methods, c'est approprié aussi. Et facilitateur graphique qu'on entend de plus en plus. Donc ça, c'est toute la même affaire. Si jamais vous voyez passer ça quelque part, vous pouvez vous dire ben, ça, c'est un organisateur graphique. Sinon, ce qu'on peut utiliser comme terme pour définir ce que c'est, grosso modo, c'est une représentation. Un organisateur graphique, c'est une représentation d'un savoir, d'un contenu, sous forme visuelle. Ça commence à être plus précis? Bon, good. Alors, c'est vraiment un outil qui favorise l'organisation de l'information dans le but de comprendre des concepts abstraits ou juste d'éclaircir sa compréhension, sa réflexion. Et l'objectif de tout ça, c'est d'offrir une vision globale d'un phénomène, d'un concept, d'une idée ou d'une planification de compétences ou d'un scénario de leçon. Donc, c'est vraiment une façon d'organiser les choses de façon plus générale, plus méta, je dirais, que des mots qu'on enligne dans un carnet de notes. Voilà. Les fonctions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on utilise des organisateurs graphiques? Bien, il y a différentes visées qu'on peut avoir. Et parmi celles-là, je vous en propose quelques-unes ici. Je trouve que Delanguigne, qui est la personne que je cite là, a fait une bonne synthèse. Donc, différentes fonctions qu'on peut vouloir avoir en tête lorsqu'on utilise des organisateurs graphiques. Donc, on peut avoir une fonction très conceptuelle. Connaissez-vous les voyons, peux-tu le dire? Voilà, je recommence. Concept map, une carte conceptuelle. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun. Donc, c'est une fonction conceptuelle. Il y a des fonctions comparatives. Donc, on essaie de mettre en parallèle des éléments pour aller voir qu'est-ce qui se ressemble, qu'est-ce qui se distingue. Des fonctions de causalité. On essaie de voir une suite logique. Qu'est-ce qui arrive avant, qu'est-ce qui cause quoi. Séquentiel, hiérarchique, cyclique, donc un processus plus général. Donc, ce sont différentes fonctions. Et ici, on a des illustrations. Aviez-vous une question? Attendez une petite seconde, je vais vous donner une micro. Juste à savoir, est-ce que ça se compare aussi comme au mind mapping? Est-ce que ça en ferait partie dans votre liste? Ça en fait partie. Voilà. Alors, vous avez ici quelques illustrations, quelques éléments qu'on peut voir arriver un peu partout. Donc, ce qu'on voit dans les manuels scolaires, dans ce que vous faites, vous, au quotidien, pour rendre compte de contenu à vos élèves, par exemple, c'est souvent des organisateurs graphiques. La différence, c'est que probablement que vous ne l'avez pas introduit comme ça, mais vous en faites, vous les utilisez. Maintenant, ce que je vous propose ici, c'est d'arriver à quelque chose de plus conscient dans le choix, mais aussi dans le contexte de planification, comment on peut faire pour les utiliser et surtout, qu'est-ce que ça a comme plus-value d'utiliser un organisateur graphique ou un autre? Alors, d'où ça vient cette chose, à part dans des grottes et des hommes préhistoriques? Alors, ça vient principalement, on dit que généralement, c'est celui-là, ce monsieur-là, qui s'appelle Ausubel, qui est le premier chercheur à avoir vraiment décrit pourquoi c'est intéressant les organisateurs graphiques dans un processus d'apprentissage. Alors, ce qu'il va décrire, lui, c'est les Advanced Organizers, qu'on appelle très mal en français organisateurs avancés. Et lui, c'est une autre mauvaise traduction. Ce qu'il va dire, lui, c'est que quand on structure l'information pour l'apprentissage dans une forme visuelle, dans une forme plus schématisée, on va faciliter le repérage des connaissances antérieures, la consolidation de ce qui est bon et l'évacuation de ce qui est moins bon, dans un objectif de construction de la connaissance. Donc, c'est vraiment le premier qui va décrire ça comme ça, de façon aussi rigoureuse. Et ces travaux vont inspirer les chercheurs que vous avez là, qui sont, bon là, je vous ai mis les photos parce que j'aime bien voir
de qui on parle quand on parle de ces gens-là. Mais ça, ce sont des personnes qui ont poussé plus loin la théorie d'Auzubel. Finement, de quoi ça aurait l'air un organisateur graphique vraiment très performant. Alors, je vous montre. Alors ici, on a M. Venn du diagramme. M. Venn, qu'on connaît bien on ne s'attendait pas à cette face-là. Non, voilà, alors c'est lui, M. Venn. Et celui-là, c'est M. Novak, l'auteur, la personne qui a décrit les cartes conceptuelles. Lui, c'est vraiment solidement appuyé sur la théorie d'Auzubel. Et c'est un organisateur graphique qui est très performant quand on est à la recherche, en particulier d'un cadre solide, très définitif, je dirais. Par exemple, si on essaie avec nos élèves de décrire un processus de soudage, on peut organiser et on va s'attendre à avoir un produit fini stable, dans le sens où il n'y a pas 50 façons de décrire comment on procède quand on fait du soudage. Donc, on va décrire de façon très rigoureuse. Alors ça, c'est Novak qui a décrit ça. Ici, c'est un organisateur graphique que j'apprécie particulièrement, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, c'est un mind map, mieux connu en français sous le nom assez peu intéressant de carte heuristique ou carte mentale, sinon, mais ça a toujours l'air un peu d'une religion. On peut l'appeler mind map, les Français le désignent comme ça. Alors, ça, c'est un autre organisateur graphique qui allie les images, les formes, les dessins, les dimensions dans un format éclaté. C'est un autre organisateur graphique qui est très performant quand on essaie de planifier. Ici, c'en est un qui est moins connu, mais que moi, je trouve très intéressant dans la résolution de problèmes, et particulièrement quand on est en train de planifier des portions particulières de leçons où on voudrait aller décrire une situation problématique. Et ça s'appelle, c'est Ishikawa, c'est le monsieur qui est là, et on appelle ça un diagramme d'Ishikawa ou en arête de poisson ou des 5 M. Ça a plusieurs noms, mais c'est toute la même affaire. Donc, c'est un diagramme, on en verra un petit peu plus loin, un exemple. C'est vraiment intéressant dans des portions très micro. Ça peut être un cadre intéressant. Là, je vous en ai présenté quelques-uns. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas fait le tour de la chose, là. Les organisateurs graphiques, en général, sont intéressants pour structurer notre pensée, pour aller préparer notre planification et pour différentes raisons. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'explorer ceux qui vous conviennent le mieux, qui vous rejoignent bien, avec lesquels vous vous sentez plus à l'aise, puis d'essayer de voir qu'est-ce que c'est pour vous les avantages d'utiliser ça plutôt que d'essayer de travailler à l'ordinateur avec des mots ou dans un carnet, ce qui n'est pas toujours super efficace. Alors, pourquoi recourir aux organisateurs graphiques? Le premier avantage, et de mon point de vue le plus significatif, c'est que ça donne une vue globale. Quand on est en train d'essayer de faire une planification, que ce soit une micro, un scénario de leçon ou quelque chose de plus macro comme sur la compétence, une des difficultés, c'est d'arriver, comme Claudia le disait tantôt, à conserver ce lien qu'on a avec l'ensemble plus grand. On va souvent faire exactement ce qu'on reproche aux élèves, c'est-à-dire ouvrir des petites boîtes, ouvrir la petite boîte d'à côté. OK, là, je prépare mon scénario de leçon ici, demain, j'en fais un autre et j'oublie où ça se situe dans un ensemble. Les organisateurs graphiques permettent beaucoup mieux que juste le papier-crayon ordinaire, là, de garder la vue de l'ensemble. Que ce soit une leçon plus large, quelque chose qui s'inscrit dans la durée ou vraiment sur plusieurs heures, ça permet vraiment de voir, OK, j'ai fait le tour sur la feuille que j'ai devant moi de tout ce que je veux aborder. Le découpage, qu'il soit fin ou large, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte ici, c'est d'avoir la vue d'ensemble de ce qu'on veut traiter. Ensuite de ça, ça facilite l'établissement de liens entre les parties. Alors, plus précisément, si par exemple, je suis en train de faire un organisateur graphique de type carte conceptuelle ou carte heuristique
ou même un diagramme d'Ishikawa, la forme elle-même va dire, OK, ces parties-là sont reliées entre elles et ce n'est que l'ensemble de ces éléments-là qui constituent le tout. Les liens sont là, sont visibles. C'est des lignes, c'est des bulles, c'est des relations. Elles sont apparentes. On les voit, on les met de façon volontaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Après ça, ça accélère la réorganisation des éléments. Évidemment, si on le fait papier-crayon, des fois, c'est un petit peu plus lent. Si on le fait à l'ordi avec certains logiciels, ça peut être accéléré, selon aussi votre degré de compétence avec l'éthique. Mais ça facilite dans tous les cas la réorganisation des éléments. Parce que quand on fait un diagramme, un schéma, peu importe lequel, ce qu'on va aller chercher, c'est l'élément important, ce qui est significatif. Et on va laisser de côté les éléments qui sont du détail très fin. Donc, vous voyez ici que je rejoins assez rapidement ce que Claudia disait tantôt. Donc, des fois, on s'égare dans le très, très fin. Là. Alors, excusez, je t'ai rendu. Oui, voilà, merci. Ça force le repérage des éléments importants. Voilà, c'est ça que je disais. Alors, donc, on va aller seulement rechercher ce qui est significatif parce que de toute façon, si on commence à aller dans le très fin, ça devient complètement illisible et complètement incompréhensible. Donc, ça force le repérage de ces éléments qui sont particulièrement importants. Ensuite, ça soutient l'identification des niveaux d'éléments. Dans le même sens, une fois qu'on a les grands morceaux, c'est plus facile de dire, OK, ben ça, c'est le premier niveau, puis ensuite, il y a de ça ici, il y a de ça ici. Donc ça soutient et dans différents organisateurs graphiques, que ce soit une carte conceptuelle où on a les gros morceaux qui se détaillent en petits morceaux, comme ça, ou que ce soit une carte heuristique, par exemple, où on va aller dans l'arborescence toujours vers le plus fin, le plus détaillé. On le voit très bien comment l'identification des niveaux se met en place. Ensuite, et ça c'est vraiment significatif, ça diminue la charge cognitive. C'est non négligeable. Je ne sais pas vous autres, mais des fois, on en a plein notre chapeau. Alors, faire un organisateur graphique, ça permet de mettre à plat sur une feuille, ou à peu près, plein d'informations de façon synthétisée qui prennent autrement énormément de place dans notre petite boîte. Alors, une fois qu'on peut aller organiser, placer, mettre ça en ordre, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile aussi que d'aller prendre des notes, organiser, d'écrire. Ce qui n'est pas une étape inutile dans certains cas, mais qui peut être compliqué les étapes. Ça va jusque-là? Oui. Good. Ensuite, ça facilite la mémorisation. Et voici la raison fondamentale de tout ça. Quand on crée un organisateur graphique, que ce soit une carte heuristique ou une carte conceptuelle ou n'importe quoi, notre cerveau va traiter l'information de cette façon. Il va dire ça, cet ensemble-là, c'est une donnée. Une donnée qui se décline en plusieurs petits morceaux, mais il va traiter ça comme un ensemble. Et ça facilite la mémorisation dans le sens où on photographie le résultat dans notre mémoire et c'est beaucoup plus facile d'y accéder après ça dans notre tête. C'est un aspect qui est vraiment intéressant et qui rend, en tout cas, le retombée dans vos classes, par exemple, très intéressant pour vos élèves. De leur dire, OK, on va organiser les informations, puis ça facilite la mémorisation, c'est assez intéressant. Après ça, l'usage des mots-clés ou des symboles facilite la manipulation de l'information. Ben, c'est ça. On a une idée, un mot-clé, une image qui va résumer un ensemble d'autres informations et qu'on peut déplacer, réorganiser à notre guise. C'est mon deuxième atelier en ligne. Puis il n'y avait pas de café. OK, wow. Quelques exemples. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça? Comment on peut mettre ça en œuvre quand on essaie de faire
bâtir une planification, peu importe laquelle, avec un organisateur graphique, de quoi ça peut avoir l'air? Alors voici, ça peut être la réalisation d'un grand découpage de compétences. Donc, on a des compétences, on veut essayer de voir qu'est-ce que je ferais avec ça, comment je l'organiserais en très macro, là. Alors, voici un exemple, c'est un diagramme de Venn, Monsieur Barbu. Alors voici, donc on va organiser les savoirs ici, les savoir-faire et les savoir-être pour aller voir qu'est-ce qui se situe dans chacune des cases. Une autre illustration de ça, ça pourrait être d'aller chercher seulement des mots-clés pour placer dans chacun des cercles. Il y a aussi des modèles hybrides de diagrammes de Venn où on se retrouve avec plusieurs bulles ou plusieurs cercles. Je ne sais plus exactement du Venn, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'aller organiser l'information. Alors ici, on a une carte heuristique qui n'est pas exemplaire au niveau de la forme, mais qui est très intéressante quand même, et qui porte sur la confection d'une pâte à choux. Donc, en pâtisserie, c'est un enseignant, d'ailleurs, Laurent Conil, qui est en pâtisserie, qui l'a préparé, celle-là, et qui permet de placer tous les éléments qui lui sont nécessaires pour préparer sa planification. Donc, c'est une carte qui est très intéressante. Et si on veut pousser une coche plus loin, par exemple, si on a un logiciel de carte heuristique ou même de carte conceptuelle, on peut aller accrocher les documents, les fichiers Word ou les fichiers PowerPoint ou les fichiers de n'importe quoi, des liens Internet, pour aller structurer une planification très complète qui comprend également notre matériel et qu'on a juste à ressortir puis arriver, on a tout ce qu'il faut dessus. C'est un usage qui est très intéressant. Ensuite de ça, l'établissement des liens entre les compétences d'un programme, que ce soit fait seul ou en équipe. On avait des exemples là-dessus? Non? T'avais-tu quelque chose à dire là-dessus? Ouais, attends, il faut que je te donne le micro. C'était sur l'établissement des liens entre les compétences d'un programme seul ou en équipe. En fait, ça peut être intéressant. Ce qu'on voulait soulever surtout, c'était que ça peut être intéressant justement de faire ce travail-là en équipe parce que chacun ne se représente pas nécessairement le programme ou les liens entre le programme de la même façon. Et donc, si on veut voir justement discuter des préalables et tout ça, les liens donc entre les différentes compétences, bien, de faire le travail en équipe, d'établir la carte conceptuelle peut être une étape intéressante. Oui. OK. Bon, alors, ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, attendez. Non, OK, je vais le traduire. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme logiciel pour faire des cartes conceptuelles? Le logiciel incontournable, c'est CMap Tool. CMap, C-MAP, M-A-P, C-M-A-P. On tape ça sur Google, puis il nous arrive. Et c'est gratuit. Celui-là, il est gratuit et libre d'accès. Et comme Claudia disait, c'est intéressant parce qu'il permet de collaborer. On peut être plusieurs à travailler sur la même carte conceptuelle. Donc, si vous avez des planifications à faire en équipe, ben, c'est chouette parce que vous pouvez travailler dessus en même temps. Sinon, dans les logiciels, on n'avait pas rajouté. On a oublié de rajouter ça. Dans les logiciels qui sont très intéressants, il y a Kaku, C-A-C-O-O, Kaku. C'est un logiciel qui permet de faire des schémas de différentes sortes. Entre autres, il y a des templates. En français, c'est Cabaret. Voilà. C'est un logiciel qui est très, très souple, très, très libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est comme un PowerPoint, mais encore plus souple. Et avec certains templates plus élaborés. C'est vraiment un logiciel qui est intéressant et qui permet aussi l'échange entre différentes personnes. Donc, moi, quand j'ai des trucs à organiser, à planifier, à préparer, mais de façon très intuitive, où je ne veux pas avoir de barrières liées au format, je vais utiliser Kaku.
Sinon, il y a un logiciel qui s'appelle Lucidchart, L-U-C-I-D, qui est très intéressant parce qu'il permet d'organiser des processus. Donc, si vous avez de la planification d'une micro, par exemple, où vous voulez faire traiter un processus très détaillé ou quelque chose qui vous aidera à présenter quelque chose de l'ordre du processus procédural, vraiment, vraiment très bien. Lucidchart, il est un peu payant, mais quand même, bon, il vaut la peine. Je ne sais pas, peut-être qu'il vous reste des budgets chez vous, mais oui. Chart. C-H-A-R-T. Lucidchart. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les processus. Et les logiciels de mind mapping, carte heuristique, il y en a du gratuit jusqu'au pas mal payant. Et dans l'intervalle, il y a du un peu payant, pas mal payant et très, très payant. Donc, dans le complètement gratuit, il y a un logiciel qui commence à se démarquer qui s'appelle Coggle, C-O-G-G-L-E. Il me semble qu'il y a 2 G. Quelque chose de même. Je pense que c'est 2 G, C-O-G-G-L-E. Donc, Coggle, qui est le logiciel de... GGLE, merci. Alors, il y a du monde branché dans la place. C'est le logiciel de mind mapping libre de Google. Vraiment chouette. Sinon, MindMup, j'épelle aujourd'hui, M-I-N-D-M-U-P, MindMup. Le MUP, je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi. Mais c'est un autre logiciel qui est gratuit, qui est assez convivial et intéressant. Donc, ça peut faire la job. Dans le un peu payant, mais pas beaucoup, une dizaine de piastres, là, il y a MindMaple, Maple comme érable. Et celui-là est vraiment chouette parce que il permet de faire des belles cartes heuristiques qui se rapprochent d'un logiciel, d'un format à la main presque. Il est très beau, très facile d'accès. Par contre, il est seulement en anglais. Donc, ils sont supposés sortir une version en français, mais ça fait un petit bout puis ça n'a pas l'air d'avancer. Donc, MindMaple. Sinon, Mindomo, qui est un petit peu payant, mais pas de temps non plus, une trentaine de dollars, je pense. Celui-là, il est vraiment chouette parce que vous pouvez, en tant qu'enseignant, attribuer, par exemple, un devoir à vos élèves, donc distribuer les accès, et vos élèves vont faire leur carte et vous allez recevoir cette carte-là. Mindomo. M-I-N-D-O-M-O. M-I-N-D-O-M-O. Voilà, Mindomo. C'est celui que je recommande aux commissions scolaires qui me consultent pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient acheter. Donc ça, c'est un peu payant, mais pas trop encore. Dans le plus payant, il y a les 2 meilleurs logiciels, vraiment une coche en avant de tous les autres, là. Et si vous avez besoin de, je sais pas moi, un petit cadeau de Noël, là, bonne piste. C'est MindJet, M-I-N-D-J-E-T, qui permet aussi de faire d'autres formats de cartes, pas seulement des cartes heuristiques, peut faire des cartes conceptuelles, des schémas assez larges aussi. Et le meilleur du meilleur du meilleur, c'est iMindMap, I-M-I-N-D-M-A-P. iMindMap. Celui-là, c'est le logiciel propriétaire de Busan, qui est le concepteur qu'on a vu tantôt, là, le monsieur dans le milieu de la carte heuristique. Et ça, c'est vraiment la Cadillac. Donc, beau cadeau de Noël. Ou sinon, bel investissement de centre. Il y a des centres qui l'ont acheté et qui en font faire aux élèves. Donc, c'est vraiment le meilleur, le plus beau et le plus intéressant. J'ai un peu divergé. C'est pas grave, on va revenir. D'autres questions sur le logiciel? Non, ça va? Good. Excellent. Alors, on revient à nos moutons. Ici, donc, d'autres pistes, d'autres exemples d'applications d'organisateurs graphiques, ce serait la mise en relief des liens entre la macro sur la compétence et la micro sur la leçon. Et ça, les logiciels le font de façon assez intéressante, dans le sens où on peut rattacher des morceaux
par exemple, d'une carte à une autre, ou aller détailler un peu plus loin quelque chose qu'on a mis dans une macro, on va aller faire grandir la micro au bout. Ou sinon, on va organiser l'information de la macro et on va pouvoir aller chercher l'élément qui est rattaché à la micro et aller le mettre ailleurs pour le détailler. Après ça, là, on change de niveau dans le sens où là, l'organisateur graphique va avoir une fonction plus d'exploration. Et ça, les cartes heuristiques, entre autres, le permettent très facilement, mais d'autres types pourraient le faire aussi, selon ce que vous êtes le plus à l'aise de faire. C'est une tempête d'idées avec soi-même. Donc, on essaye de pousser à essayer d'explorer, de voir toutes les avenues, comment on pourrait aborder soit une compétence ou soit une leçon. On essaye de chercher dans quelle direction on s'en va et on sort ce qui nous passe par la tête en organisant tranquillement notre pensée. Par exemple, si je donne une illustration de ça, si j'ai un cours à donner, ma première étape, moi, ça va toujours de me faire un premier jet d'une carte où je vais placer vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, de la philosophie derrière le cours. Dans quelle direction je veux aller? Et après, je vais faire d'autres organisations où je vais aller commencer à structurer des activités, commencer à mettre des morceaux en place. Et plus finement encore, dans une autre étape, je vais aller placer le matériel, les éléments donc de la micro-planification. Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi les activités d'enseignement? C'est quoi les activités d'apprentissage? C'est quoi mes objectifs? Donc, je vais aller beaucoup plus dans le détail. Il va y avoir une succession comme ça de cartes heuristiques principalement parce que c'est celles avec lesquelles je travaille le plus. Mais je vais faire comme ça à partir d'un premier débroussaillage d'idées, un cheminement vers la micro que je vais créer au bout. Après ça, une autre application, ce serait le détail d'un élément de contenu d'une leçon. Et là, on a un exemple qui est... on commence par lui. Donc ça, c'est une carte conceptuelle. C'est un exemple qui est le thème, c'est l'eau, là, mais qui représente bien comment on peut aller détailler un aspect en particulier, un élément qu'on veut aller organiser, placer les morceaux comme il faut pour être soit au clair avec soi-même quand on va aller présenter le contenu ou qu'on veut que les élèves arrivent à un format qui va éventuellement ressembler à ça. Et ça ici, c'est un très bel exemple, très intéressant, c'est un diagramme d'Ishikawa où en arête de poisson, voyez-vous le poisson? Oui, si, là, la tête est là-bas. Donc, ça, c'est un bel usage qui essaye de comprendre pourquoi une tarte aux pommes est ratée. Et là, on va placer, bon, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la méthode, du milieu, de la main-d'œuvre, du matériel et de la matière? Qu'est-ce qui a posé problème? Donc, je vous disais tantôt, on appelle ça aussi les 5 M. Là. Ils sont là, les M. Donc, on va placer sur les arêtes du poisson, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer si, par exemple, vous faites une micro, vous allez chercher cet élément-là qui est problématique et vous allez aller identifier toutes les pistes de problèmes potentiels pour aller présenter à vos élèves. Voici, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut rater une tarte aux pommes. Et on va aller vérifier en détail qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, c'est une espèce d'analyse de problème qui est très intéressante. Et si vous allez voir du côté du génie, ils ont des organisateurs graphiques vraiment très intéressants qui ressemblent à ça, mais des fois qui sont plus de l'ordre de la carte conceptuelle, mais des arbres de décision. Et qui peuvent être très utiles aussi dans votre planification quand vous essayez de préciser un élément qui peut faire problème, une défaillance mécanique, par exemple. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se place? Comment ça s'organise? Je commence à manquer de voix. OK, ensuite de ça, l'organisation des éléments de la leçon. Donc là, on arrive vraiment dans la micro.
objectifs, contenu, activités d'enseignement, apprentissage, temps matériel, SST. Ça, c'est vraiment le modèle Université de Sherbrooke, qu'il y a aussi dans le livre là-bas. Et ici, on a un exemple qui est vraiment chouette. C'est une carte conceptuelle par rapport à la préparation des petits gâteaux. Donc, les petits gâteaux sont faits de, là, on a les ingrédients ici, comment ça se décline, fabriqué à l'aide de recettes, méthodes, outils. Et ça inclut des éléments de présentation. Donc, on a l'ensemble de tous les éléments de la micro, le scénario de leçon, qui sont organisés comme ça. Par exemple, si vous êtes un prof en train d'essayer de préparer une leçon et que vous voulez être certain d'avoir tout mis en place, vous voyez comme c'est facile après ça de repérer, OK, est-ce que je fais le tour par rapport à ce qui est écrit dans mes documents de programmation pédagogique? Est-ce que je suis allée chercher tous les éléments de contenu? Est-ce que je fais le tour de ce qu'il faut inclure là-dedans? Le repérage, la comparaison, le passage entre document de programmation pédagogique et le produit final de ma planification est beaucoup plus simple à voir, à repérer que si on le fait par écrit de façon format papier-crayon en ligne de même, comme d'habitude. Hey, hein? Projet, oui. Ça ne me rappelait plus. Alors, l'apport de différentes compétences dans la réalisation d'un projet. Vous réalisez des fois des projets spéciaux avec vos élèves. Vous avez, par exemple, un programme d'horticulture ou de production, c'est quoi le nom? Aménagement paysager, c'est le mot que je cherchais. Vont aller organiser un jardin quelque part et vont aller chercher dans une organisation, un organisateur graphique, quels éléments sont issus de quelles compétences, quel morceau on peut aller chercher. Donc, le fait de l'organiser comme ça, d'une façon ou d'une autre, permet de voir, OK, je prends ça où, ça vient de où, comment je l'organise. Et plus largement, par exemple, si c'est une équipe qui travaille là-dessus, bien, tout le monde a une idée globale, un consensus est plus facile. Et après ça, on peut mettre en œuvre quelque chose de façon beaucoup plus performante. Oui, attendez, je vais vous donner le micro. Oh, il ne se rend pas. Le monsieur se rend, ça c'est parfait. L'exemple que tu viens de présenter, c'est moi. L'aménagement paysager, oui. Et ça pourrait être intéressant de le donner aux élèves en début. Parce que je leur dis, moi, je donne les plans à la fin. Et s'ils pochent toutes les compétences tout le long, bien, comme c'est une compétence synthèse, mais ils vont arriver à la fin puis ils vont encore plus pocher. Donc, l'important de l'idée, de l'organisation d'idées devrait être donné en module 1. Qu'ils prennent conscience que chaque compétence unie ensemble, elle est importante pour finir à la fin. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Juste pour revenir sur l'intervention qu'on vient d'avoir, c'est sûr que nous, la présentation, la façon qu'on a présenté les organisateurs graphiques, c'était pour l'utilisation de l'enseignant dans sa planification. Mais après, on peut voir toutes les multiples utilisations qu'on peut faire pour favoriser l'apprentissage des élèves. Et donc, de présenter un organisateur graphique en début de formation, que ce soit au début d'une leçon, au début d'une compétence, au début d'un programme. C'est une façon de le faire pour justement permettre d'avoir une vue globale, ou de présenter l'organisateur graphique à la fin, c'est une autre façon de le faire, ou de faire l'organisateur graphique aux élèves pour faire la révision avant l'examen, etc. Donc, il y a de multiples façons d'utiliser les organisateurs graphiques quand on parle d'apprentissage des élèves. Là, on était plus dans la planification, mais tout ça peut être transféré effectivement dans l'utilisation qu'on peut en faire avec les élèves et dans l'enseignement. Good, merci. OK, alors, dans la construction de projet, je vais déborder un petit peu parce que au-delà de la planification de l'enseignement, la planification de projets plus larges, que ce soit au niveau du centre, au niveau de l'équipe, c'est toujours quelque chose qui est très performant au niveau du consensus, mais aussi au niveau de la distribution des tâches.
il y a plusieurs organisateurs graphiques, quand c'est en format informatique, permettent d'ajouter des éléments qu'on retrouve dans Outlook, par exemple, les tâches, là. Qui fait quoi, c'est quoi la durée, c'est quoi l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une fonction supplémentaire qui permet de gérer des projets qui vont au-delà de juste organiser l'information, mais le pas de plus qui est comment on le met en œuvre. Donc ça, si jamais vous allez explorer du côté des logiciels, vous verrez qu'il y en a plusieurs qui ont un petit onglet tâches ou gestion de projet, ou ils le nomment différemment, mais qui permet aussi d'avoir ces éléments de gestion de projet-là. Et il y a même des logiciels qui font très bien le lien entre ce que vous mettez dans le logiciel et Outlook. Donc, si c'est le courriel la boîte courriel que vous avez, vous pouvez faire les liens. Ils vont faire sonner les pop-up dans votre boîte courriel si vous avez mis les éléments dans votre organisateur graphique. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Pardon? D'autres exemples. Voilà. Ah oui, ça, c'en est un très beau. Là, j'ai mis quelques cartes heuristiques. Alors, ça, c'est un module pierre avec joint. Ça dit quelque chose, hein? Oui, ça dit quelque chose. Alors, comment organiser ça? Et ici, vous voyez, on a le matériel, l'outillage, la machinerie, la vérification de la machinerie, puis la préparation de l'outillage et la commande de matériel. Et ça, on a vraiment un ensemble d'éléments qui vont permettre à l'enseignant d'organiser son module, qui vont lui permettre de mettre ça en place, de le mettre en œuvre. L'avantage de placer les choses de cette façon-là, c'est que c'est beaucoup plus facile à suivre. Et par exemple, là, évidemment, vous êtes moins familier avec les pierres avec joint, mais quand on construit sa propre planification, on est capable de s'en servir après comme un outil de suivi. Et ça devient, là, on a un outil qui sert à deux fonctions en même temps. Donc, on l'organise, on planifie, on structure, on s'assure que tout est solide. Et en plus, on peut l'utiliser comme outil de suivi. Où est-ce que je suis rendu dans ma démarche? Où est-ce que je suis rendu dans ce que j'avais planifié? Ou, par exemple, la commande du matériel, je suis rendu où? Qu'est-ce qui me reste? Ensuite de ça, c'est une planification, un plan de cours. Donc, il y a beaucoup de façons de le structurer. Ça, c'en est une. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un organisateur graphique, à moins que votre idée derrière ça, ce soit de le présenter, ça reste un outil qui est très personnel. Donc, la façon dont vous allez organiser, dont vous allez placer vos éléments, c'est ce qui va vous rejoindre personnellement, qui va vous parler le plus. Puis après, vous pourrez raffiner. Et là, ici, on a par exemple situé le module dans un ensemble plus large, les éléments de la compétence, les aspects d'évaluation. Ah oui, voilà. On a plus précisément, donc, les prises de connaissances, l'utilisation des instruments, la mesure, c'est en électronique ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, on va dans le détail assez fin ici. Donc, on va faire le tour des éléments de la compétence. Les éléments d'évaluation, bon, voilà. Hop, en voilà. Donc, c'est un outil, un organisateur graphique qui s'adapte à une variété de situations, mais surtout qui s'adapte à vos besoins, à vous. À moins que vous soyez étudiant à l'université, puis là, qu'on vous dise qu'il faut que vous fassiez ça. Ça, c'est important, parce qu'avant de pouvoir adapter les choses, il faut comprendre ce qu'on fait. OK, là, je prêche pour ma paroisse. Il y a des étudiants ici? Wouhou! Avec nous? Ouais, good. Alors ici, on a une autre illustration. Celle-là, c'était quoi, non? Hygiène et salubrité. Tu le connais? Ah, ben voilà, tu diras qu'on a pris une carte. Laurent aussi, bon, écoute. Alors celle-là, elle est vraiment très intéressante. Et voyez ici l'usage des images. Dans les organisateurs graphiques,
l'utilisation d'images est très intéressante et très pertinente et ça vaut la peine d'aller chercher, si vous le faites sur un format électronique, ou sinon de faire de rajouter des illustrations. On dit tout le temps une image vaut 1000 mots, mais c'est pas juste qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que ça a comme effet de mémorisation, qui est très intéressant, et plus largement de brassage de neurones. Donc, l'utilisation des images ici, par exemple, va permettre un repérage beaucoup plus facile. Wow, évitez de tomber. Imaginez que cette carte-ci sert de plan de leçon, de scénario de leçon. Alors, une fois imprimé, par exemple, on met ça sur le coin d'un bureau, on y va avec la leçon, et c'est facile de ne rien oublier parce que le repérage visuel est beaucoup plus rapide et va déclencher l'accès à la mémoire et on va se souvenir beaucoup plus facilement de qu'est-ce qu'il y avait derrière le dessin. Qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à amener à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier comme matériel une fois rendu à l'activité, machin. Donc, c'est un ajout d'éléments qui est très intéressant et qui peut vous permettre d'être plus efficace quand vous êtes, par exemple, dans la classe. On est mort? Non? Voilà, les techniques d'épilation à la cire. Ça intéresse quelqu'un? Ouais, pourquoi pas. Alors, c'en est une autre carte qui est très intéressante. Et celle-là, les types de poils. Celle-là aussi est très intéressante par l'usage des images qu'elle fait, mais aussi par le degré de précision. Vous pouvez utiliser cette carte-là, un type de carte comme ça pour vous-même, donc pour organiser, pour vous assurer que vous allez dans le détail de tout ce qu'il y a à voir. Et on va dans le détail aussi. On n'a plus de vue d'ensemble. Oh, voilà. Donc, vous voyez que cette carte-là est très dense. Alors, je vous disais tantôt, ça permet de voir où on s'en va, qu'on rentre dans les détails. La question qu'on se pose souvent quand on va faire quelque chose comme ça, c'est jusqu'où on va dans les détails. Et la réponse à ça, c'est ça dépend de ce que vous essayez de faire. Si, par exemple, vous êtes en train de faire un grand découpage de contenu, ça ne sert à rien d'aller très, très loin dans les détails, mais comme ici, où on va faire le tour complet d'un contenu qui est assez dense, le fait de mettre tout ça sur une carte, même si elle a l'air un peu touffue, c'est un jeu de mots. J'ai même pas fait exprès. Alors, même si elle a l'air très dense, comme ça, du premier abord, c'est très intéressant d'avoir toutes les indications, tous les détails sur la même carte. Parce que sinon, c'était très drôle, parce que sinon, on revient facilement on perd la vue d'ensemble. On perd la globalité, puis on ne sait plus trop où on s'en va. On se retrouve avec des petites boîtes qui sont séparées les unes des autres. Celle-là illustre vraiment très bien comment la vue d'ensemble, la vue globale, on est revenu au type de voile. Ouais, une fixation. Voilà. On a-tu d'autres choses à dire sur celle-là? Non, je pense pas. On n'est plus capable de s'en sortir de celle-là. Des questions en attendant? Non? OK, c'était le dernier exemple. Je vais juste regarder l'heure. Il reste 15 minutes. Oui, c'est ça. OK. Moi, ce que j'aimerais savoir, maintenant, je vous ai parlé de plein de choses. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites déjà. Parce que même si les organisateurs graphiques ont des noms, ils ont des titres, bon, OK, il y a des cartes heuristiques, il y a des cartes conceptuelles et tout ça, le format hybride, l'hybridation, l'appropriation que vous faites de ça est aussi important. Autrement dit, quelqu'un pourrait arriver avec une carte conceptuelle qui prend des allures éventuellement de carte heuristique parce qu'on rajoute des éléments, de la couleur, des trucs comme ça. Et c'est très efficace. Et il y a des personnes qui ont des stratégies qui sont extrêmement originales et innovantes. Est-ce qu'il y en a ici
qui font des choses vraiment chouettes, qui aimeraient ça en parler? Il y a eu comme un début de la Ouais, il y a eu un début, mais dans le fond, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Moi, je suis en lancement d'entreprise, puis les gens avaient de la difficulté un peu à voir l'ensemble du plan d'affaires parce qu'ils rédigent pendant leur formation. Et cette année, on a commencé à travailler avec ce qu'on appelle le Business Model Canva, qui est comme une grille à 9 cases qui permet aux gens sur une feuille 11 par 17 de bien voir tous leurs projets à plat, comme vous disiez tantôt. Fait que c'est pas inventé, mais on a vu une différence dans les apprentissages, dans la compréhension pour nos élèves, en tout cas. Merci. Puis est-ce que ce sont les élèves qui l'utilisent ou ce sont les enseignants qui le structurent comme ça pour leur amener? Mais dans le fond, c'est vraiment comme une grille et eux mettent leurs réponses à l'intérieur. Mais c'est plus un cas, je vais dire un casse-tête qui est détaillé, mais qui a comme un titre. Puis là, bon, admettons clientèle. Ils vont déterminer leur type de clientèle. C'est sûr qu'on leur explique aussi en même temps qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent dans chacune des cases. Mais après ça, quand ils partent puis qu'ils commencent à rédiger leur plan d'affaires, le projet est beaucoup plus clair. Good, merci. On entend de mouche voler. Oui. Faut que vous reveniez. Moi, je voudrais juste savoir la différence entre un organigramme et ça. Parce qu'on travaille avec des organigrammes depuis longtemps, je suis un vieux de la vieille. Quel serait l'avantage de faire ça comparativement à un tableau synthèse ou ce qu'on faisait autrefois? C'est une excellente question. Et voici une excellente réponse. Les tableaux, les organisations d'information où on retrouve des phrases, des détails, vraiment du contenu, mais qui est organisé en cases, est un peu plus intéressant souvent que du texte suivi parce qu'on va catégoriser, on va organiser. Mais dans cet esprit-là, mettre des sous-titres, ça revient à peu près à la même chose. Un organisateur graphique, peu importe lequel, va s'attarder à des mots-clés, va aller chercher l'information importante et la mettre en évidence. Donc, on va laisser tomber les éléments qui sont plus ou moins intéressants, importants, pour garder vraiment ce qui est important, significatif. Donc, on va s'éloigner du détail, du très fin, pour aller un peu plus au-dessus, dans le méta, pour aller voir qu'est-ce que je retiens de ça. Et autant dans un processus d'enseignement que d'apprentissage, c'est une difficulté qui est récurrente. On va se demander, OK, bon là, je vais commencer à expliquer quelque chose, puis là, on ne s'en sort plus, Et dans le détail de la planification, c'est la même chose, et les élèves le font abondamment. Donc, je dirais que c'est la différence la plus importante. Ça répondait-tu à la question? Juste un petit bout. Il y a aussi l'élément d'image, comme tu as mentionné. Les images. Les images, c'est très, très intéressant. Par exemple, quand je fais faire des organisateurs graphiques à mes étudiants de différentes façons, moi, l'illustration que je leur donne, c'est comme si vous êtes au bord d'un plongeon d'une piscine, que je vous demande de plonger dans du contenu, dans la piscine, et aller chercher juste les éléments qui vont vous permettre d'organiser votre pensée. Donc, vous devez choisir dans la mer de possibilités ce qui est nécessaire, ce qui est important. Et ensuite, une fois ressorti de la piscine, vous devez organiser ça, placer les choses pour que ça fasse du sens. La comparaison avec un tableau ou quelque chose de plus large, c'est que oui, il y a une organisation, il y a quelque chose de placé, mais en même temps, on ne va pas chercher ce qui est très significatif parce que souvent, il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes, puis finalement, on se perd. Il y a trop. Il y a trop. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que la langue française, les langues en général, mais la langue française est fascinante et belle et on l'aime beaucoup, sauf que dans une phrase longue de même, c'est ici étant le début, mettons une phrase longue de même, OK? Il y a beaucoup de mots qui sont là, d'éléments, qui servent à structurer
qui sont de la forme. Le mot m'échappe là. Mais, hein? La syntaxe, qui sont là pour répondre à ce qui est attendu. Donc, on va mettre des marqueurs de relation, on va dire, bon, c'est lié à la phrase précédente de cette façon-là. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont importantes au niveau de l'articulation de la langue, mais qui ne transmettent pas l'idée. Donc, des organisateurs graphiques, ça permet, entre autres, ça, d'évacuer la forme pour garder l'idée. Et c'est pour ça, entre autres, moi, quand je donne des formations sur le mind mapping et cartes heuristiques, que j'insiste autant sur le mot-clé, d'évacuer tout ce qu'il y a autour et ne garder que le mot-clé. Donc, l'idée est là, elle est aussi forte, mais elle n'a pas besoin de tout le texte qui vient autour, qui est de l'articulation. Et ça répond mieux. Good, merci. Non, mais c'est parce qu'il y a du monde dans la TV là-bas. Non, mais ils ont besoin de... Non, mais c'est juste que je peux témoigner de ça en tant qu'étudiante parce que j'ai fait mon bac en histoire, puis tout le long de mon bac, en histoire, on sait qu'il y a beaucoup de choses à retenir, mais j'ai pris mes notes de cours juste avec des schémas d'organisation d'idées. Puis j'ai réussi, mais c'est ça, au lieu de tout noter, là, chaque petit mot qui structure la phrase, j'avais juste mes grandes idées. Puis j'ai appliqué ça aussi dans l'enseignement de l'histoire au secondaire. Puis les élèves comprenaient beaucoup mieux aussi des séquences, par exemple, des liens entre des époques, des conflits expliqués aussi avec des images, puis vraiment des grands mots-clés. Fait que c'est, en tout cas, moi j'utilise ça depuis longtemps. Mais pas au professionnel, ça se fait très bien. Absolument. D'autres personnes, est-ce que vous avez d'autres utilisations? Comment vous faites votre planification? Est-ce que c'est juste des mots sur une feuille? La grille obligatoire de l'Université de Sherbrooke? Oui. Nouvelle méthode aujourd'hui. Nouvelle méthode aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui font d'autres choses? Non. CMAP Tool, oui, c'est effectivement une très bonne piste. Xmind, oui. Xmind qui est aussi un logiciel de mind mapping gratuit. Un petit peu moins convivial quand même que d'autres. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu n'as rien à dire? Bon. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, je vais vous donner un devoir. Je vais vous proposer d'essayer d'aller explorer un organisateur graphique pour faire une planification. Vous pouvez en faire pour d'autres choses, mais étant donné que c'était le cadre ici, d'en essayer, d'aller voir qu'est-ce que vous pourriez faire qui vous permettrait d'être plus performant dans vos planifications parce que ça vous donne une vue globale, parce que ça vous permet de mieux voir les liens, parce que c'est plus facile de retourner à votre document de programmation pédagogique puis de vérifier est-ce que tout est là, est-ce que j'ai réorganisé d'une façon qui fait du sens. Donc, essayez-en un, comme ça, pour voir est-ce que c'est plus performant, est-ce que ça m'apporte quelque chose. Ouais. Énormément de temps. On a une question sur le temps. Le temps qu'on sauve, moi, ça fait 13 ans que je travaille sur les organisateurs graphiques, le mind mapping en particulier, mais que c'est quelque chose qui m'intéresse, mon champ d'études, de toutes sortes d'affaires comme ça. Et je peux vous dire que c'est à peu près 2/3 de temps de moins quand on utilise un organisateur graphique pour structurer, pour planifier, pour préparer des choses. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Parce qu'on ne va pas dans la structure du français, parce qu'on garde les idées principales, parce qu'on voit comment ça se met en relation les uns avec les autres, plutôt que d'être obligé de les voir, les deviner, les déterminer, voir quelque chose qui de façon plus implicite. Là, c'est explicite, c'est clair, on voit où on s'en va. Oui?
Ouais. Très performant pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Très, très, très performant. Alors, on est revenu. Peut-être, avant de... Je te donnerais-tu le mot de la fin? OK, bon, avant de donner le mot de la fin à Claudia, je vais vous inviter... Oui? Tu veux-tu? Ouais, tu pourrais être super avec nous. Si je peux me permettre, pour ma part, ben, je l'utilise dans la planification, la préparation, mais aussi dans mon enseignement. Donc, pour mes élèves, lorsque c'est séquentiel, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et puis, je pense qu'ils apprécient aussi. Donc, oui, planification, mais il reste que aussi dans notre enseignement, c'est un outil qui peut être intéressant. Merci beaucoup. Alors, ce sera une autre conférence la prochaine fois. Ce que je voulais vous proposer, c'est d'aller visiter mon site web. Alors, il n'y a pas de pub, je ne gagne pas d'argent avec ça, puis ça ne me donne rien, je ne vends rien. Fait que vous pouvez y aller librement et avec plaisir. C'est carte au pluriel, avec un S, carte, trait d'union, mindmap, mindamaps.com. Alors, c'est un site sur les cartes heuristiques, les organisateurs graphiques en général, et il y a énormément d'exemples qui s'adressent principalement à l'enseignement, dont des plans de cours, toutes sortes de types de planification, des présentations. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes à aller chercher là-dessus. Je vous le propose comme ça, et il n'y a même pas de pub, là. Fait que ça ne me donne rien. Alors, vous pouvez aller faire un petit tour là-dessus, ça va vous donner des idées. Alors, vous partez comme ça avec votre devoir d'aller essayer un organisateur graphique et vous donnerez des nouvelles. Alors voilà, je vous remercie. Je donne le micro de la fin à Claudia. Oui, en fait, je voulais juste reprendre le micro comme membre du comité organisateur de la journée pour vous rappeler de remplir la petite évaluation sur papier. Si c'est le cas, vous la remettez à un élève bénévole qui a un point d'interrogation. Ou sinon, avec votre téléphone intelligent, en cliquant sur le QR ou en y allant directement en ligne. Alors, c'est bien important pour le comité organisateur pour voir qu'est-ce qu'on va faire comme ajustement dans la journée pour la journée du 16 novembre de 2018. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à retourner en bas. Il y a une petite session de fermeture de la journée et les plus gros prix de présence qui vont être gagnés. Tiré, en fait. Et je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller vérifier, là, juste au comptoir d'inscription, il y a les numéros qui ont été tirés aussi. Il y a des prix. Tout à l'heure, quand j'étais là, il en restait encore 7 que personne n'était allé chercher. Alors, il y a aussi les prix qui sont là. Sinon, les gros prix qui valent la peine, là, vraiment, allez à la fin. On va les tirer maintenant. Merci.